Renforcer la sécurité dans la région, c'est donc l'un des axes majeurs de la coopération entre le Maroc et les autres pays africains. Objectif, la lutte contre les réseaux clandestins, mais aussi contre les réseaux terroristes, particulièrement actifs en Libye et au Mali. Le Mali, où le conflit s'enlise et qui fait peur à ses voisins, particulièrement l'Algérie. À la frontière, dernier bastion de la rébellion Touareg, qu'on appelle le MNLA, Mouvement national de libération de l'Azawad, la ville d'In Khalil, une ville retranchée. Un seul point d'accès permet d'y entrer. La crainte des Touaregs, l'introduction d'armes ou de terroristes qui s'attaqueraient à leurs soldats. Leur ennemi historique, c'est l'armée malienne, mais leurs véritables ennemis quotidiens, ce sont les groupes terroristes, AQMI, Ansar Eddin ou Mujao. Pour assurer la sécurité d'In Khalil, le MNLA doit donc contrôler toute la zone. Des brigades ont donc été formées. Le journaliste Nazim Belabdelwahab les a suivis dans leur traque contre la menace terroriste. Il sera avec nous sur ce plateau à la fin de ce reportage. Un reportage exclusif. Regardez. Nous sommes aux confins du désert du Mali, un territoire où il vaut mieux se rendre sous bonne escorte. Même si la situation paraît paisible, le danger peut surgir de n'importe où. Toujours aux aguets, ces Touaregs savent que la moindre inattention peut s'avérer fatale. C'est pourquoi les véhicules suspects sont pris en chasse. La crainte, tomber sur des terroristes d'AQMI, un ennemi invisible. Je pensais que c'était Al-Qaïda derrière moi. J'ai eu très peur, mais dès que j'ai vu le drapeau du MNLA, j'étais soulagé. Assurer la sécurité des populations, c'est la principale mission des soldats Touaregs du MNLA, le mouvement national de libération de l'Azawad, le désert au nord du Mali. Revendication d'indépendance qui a vu le jour au début des années 60 lors de la décolonisation du pays. Ici, la vie semble s'être figée. Les bergers circulent de point d'eau en point d'eau au rythme de leur bétail. Mode de vie rudimentaire en marge de toute évolution. Les Touaregs se considèrent comme les laissés pour compte du Mali. C'est ce qui a conduit une partie d'entre eux à se soulever contre Bamako. L'État n'a jamais rien fait pour nous, ni puits, ni route, ni quoi que ce soit, alors qu'ils sont censés servir leur peuple. Nous, tout ce qu'on a, on l'a fait de nos propres mains. Fin de mission. Gdeidi et ses hommes rentrent dans leur fief d'In Khalil, à une dizaine de kilomètres de la frontière algérienne. C'est le dernier bastion du MNLA. Et à chaque retour, les hommes sont accueillis en héros. Aux allures de villes fantômes, ce sont principalement des membres du groupe indépendantiste Touareg qui vivent ici. Seul point d'accès, toutes les entrées et sorties sont contrôlées à ce checkpoint. À pied ou en voiture, les personnes sont fouillées minutieusement. Quant aux véhicules, ils sont passés au peigne fin. Isolés de tout depuis la fermeture des frontières par l'Algérie, les principales marchandises qui arrivent dans la ville sont des denrées alimentaires entrant en contrebande de chez le grand voisin du Nord. Il y a des gens qui apportent de la nourriture pour mieux cacher les armes et autres objets interdits. Il les fait rentrer en les dissimulant dans la nourriture. Toi, tu le vois, tu penses qu'il y a seulement de quoi manger. Et si tu fouilles pas, tu risques de te retrouver avec un fusil pointé sur toi. C'est la principale raison de ces fouilles. Des mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la zone. Et pour se parer contre toute menace, les Touaregs ont dû faire appel à des femmes
Aïcha et Fatma ont décidé de devenir soldats. Ici, seules les femmes ont le droit de fouiller les femmes. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on est là. Pour l'heure, elles ne sont que 2. Mais comme Aïcha et Fatma, une trentaine de femmes ont effectué ces entraînements. Le but, se familiariser avec les armes, apprendre leur maniement, ainsi que quelques exercices pratiques. Et même si elles ne sont pas encore au point, l'enjeu est qu'elles puissent se défendre en cas d'attaque. C'est difficile, mais nous, on veut être dans l'armée, avec nos hommes, pour les aider, leur donner du courage. Une fois l'entraînement terminé, les fans prennent position avec les autres soldats. Une présence militaire bien visible pour montrer l'emprise du MNLA sur la ville. À cela s'ajoutent les drapeaux et inscriptions à la gloire des maîtres des lieux. Un effet de dissuasion qui ne les protège pas des attaques d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, leur principal ennemi dans la région. Les terroristes reprochent au MNLA leur soutien à la France pour les déloger lors de l'opération Serval. Une attaque comme celle qui a eu lieu en avril dernier, un double attentat kamikaze. Un homme s'est fait sauter avant qu'une voiture n'explose à son tour devant cette caserne du MNLA. Bilan 5 morts, et depuis rien n'a bougé. La carcasse de la voiture est encore sur place. Le gars à pied s'est fait exploser en premier, 5 secondes avant que la voiture n'explose à son tour. Les gens sont sortis à la première explosion et la voiture a foncé sur eux. Mais pour parer à ces attaques, il n'y a pas de sécurité. Il y avait la sécurité, mais la zone était ouverte. Al-Qaïda est l'ennemi numéro 1 du MNLA. Ce sont eux qui ont causé des problèmes pendant et après le soulèvement. On leur fait la guerre jusqu'à aujourd'hui avec nos propres moyens. On n'a d'aide d'aucun État ou organisation pour repousser ces terroristes. Mais c'est notre devoir parce que nous sommes dans notre pays. Une attaque qui a conduit le MNLA à dresser une barrière de sable de 8 km tout autour d'In Khalil. Le but, bloquer toute intrusion de véhicules. Ça veut dire que rien ne peut entrer? Il n'y a pas d'autre porte par laquelle les ennemis peuvent rentrer? Non, il n'y a que la porte principale. Combien de temps a pris la construction de cette barrière de sable? 2 mois, nuit et jour, l'équivalent de 4 mois de travail. Certains responsables du MNLA à In Khalil ont combattu dans les rangs de l'armée libyenne. À la chute de Kadhafi, ils sont revenus sur leur terre d'origine pour provoquer le soulèvement des Touaregs. Ce lance-roquettes multiple, ça fait partie des armes que l'on a apportées de Libye. Ce canon de 130 mm aussi. Il y a ce qu'on a ramené avec nous et ce qu'on a acheté des marchands d'armes de la zone. Mais nous ne vendons pas d'armes. Un détail important pour insister sur l'aspect déséquilibré du combat qu'ils mènent contre AQMI. Le monde aide les terroristes de manière indirecte lorsqu'ils versent les rançons des otages. Des milliards d'euros qui leur servent à acheter des armes, du matériel, des voitures, de tout. Malgré cela, les Touaregs du MNLA sont engagés dans une lutte sans merci pour le contrôle du territoire. Il y a des groupes qui font des patrouilles pour traquer les terroristes dans ce type de voitures utilisées pour des opérations extérieures. Et celles qu'on a vues tout à l'heure servent à la défense de la ville. Des patrouilles en dehors d'In Khalil, la tâche est périlleuse. Elle est confiée à Gdeidi, l'homme des missions risquées, et ses soldats.
Attentif aux moindres détails, sa vue perçante lui permet de détecter tout mouvement dans le désert à des kilomètres. Là, 2 voitures se déplacent à vive allure. La tension monte d'un cran. 2 voitures, on ne sait pas vers où elles se dirigent. Cette route est empruntée par Al-Qaïda. On ne sait pas ce qu'elles transportent. C'est possible que ce soit des voitures piégées. L'une ouvre la route à d'autres remplies d'explosifs. Ça peut être n'importe quoi. Pas assez armé pour intervenir, Gdeidi contacte avec son téléphone satellitaire les militaires restés à Ain Khalil pour intercepter les véhicules. En vain, les véhicules ne seront pas retrouvés. La route reprend. Pour ces hommes, le désert n'a aucun secret, même s'ils savent qu'ils ne sont jamais à l'abri de mauvaises rencontres. Toujours accompagnés d'au moins une voiture, ces Touaregs sillonnent les pistes. Et heureusement, toutes les rencontres ne sont pas hostiles. Elles peuvent même s'avérer utiles. Bonjour. Tout va bien? Rien à signaler? Non, on arrive de là, et on n'a rien vu. Pas entendu parler de terroristes? Non, rien. Bonne route. On se voit à Ain Khalil. Retour à Ain Khalil. Fin des obligations militaires pour les 2 femmes. Aïcha reprend sa vie civile. Passage par l'une des rares épiceries de la ville avant de rentrer chez elle. C'est difficile. Les marchandises arrivent au compte-gouttes. Elles viennent d'une ville à 200 km d'ici. Une fois dans sa maison, sans eau ni électricité, place aux tâches ménagères. La jeune femme tient à montrer qu'elle est capable de mener sa vie sur les 2 fronts. Ma famille ne m'empêche pas de faire l'armée. Tant que je fais mon travail ménager, il n'y a aucun problème. Une volonté de faire, nourrie par une colère, celle d'avoir dû partir en exil, quitter sa terre pour l'Algérie lorsqu'Aqmi régnait sur la ville, un sentiment que Aïcha ne veut plus jamais ressentir. Il y a quelques mois encore, la ville était entre les mains d'Aqmi. Nous, les femmes, vivions comme des prisonnières. C'est pour ça que je me suis sauvée de l'autre côté de la frontière. Je ne suis revenue que quand ils ont été chassés. Mais maintenant, je veux me défendre coûte que coûte. Alors ils peuvent toujours revenir. C'est pour ça que je m'entraîne, que je m'occupe de la sécurité au checkpoint. Je peux tout faire. Réveil dans le désert pour Gdeidi et ses hommes. Toujours à l'affût, ils savent qu'ils donneront leur vie pour que leur terre, l'Azawad, soit indépendante un jour. Ils savent aussi que le chemin sera long et difficile. Pour ces hommes, pas question de rendre les armes tant que leur objectif ne sera pas atteint.